INA Podcast. Ce que j'aime en fait dans ce métier, c'est d'essayer d'éclaircir le monde, la vie des autres. On n'est pas là pour faire du sensationnel. Pour moi, il y a un truc un peu sportif dans l'écriture. La force du journalisme, c'est aussi le travail collectif, même invisible. Je n'envisage pas une seconde de faire autre chose. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters. Un podcast de Florence Daucher, produit par Visible Média et l'INA. Dans ce podcast, nous passons derrière le rideau pour expliquer comment et dans quelles conditions les journalistes travaillent et comment la technologie les accompagne ou les contraint. La violence, c'est une autorisation. On est violent parce que la société nous donne le droit de l'être. Et donc, nous, notre boulot de journaliste sur la violence, c'est de faire bouger les autorisations. Journaliste au monde sur les moteurs de recherche, le nom de notre invité est associé aux violences faites aux femmes, aux enfants, aux personnes vulnérables. On lit aussi qu'elle est spécialiste des violences masculines. Avec d'autres journalistes de sa génération, elle a élevé ces sujets longtemps rangés dans la case des faits divers au niveau des faits de société. Elle revendique le droit à l'émotion du journaliste et à l'engagement. Notre pouvoir, c'est la sémantique, dit-elle. Lorraine de Fouché a reçu le prix Albert Londres en 2024 pour son travail sur le sujet des violences. Bienvenue, on est ravis de t'accueillir. Merci, c'est gentil. Et nous allons partager ton chemin singulier. Dans le journalisme contemporain, il y a eu la génération de la Seconde Guerre mondiale, on ne va pas les citer toutes, néanmoins l'Indochine, la génération Algérie, la génération Vietnam, la génération Liban, la génération chute du mur, la génération attentat. Y a-t-il une génération MeToo ? Alors moi, le mot MeToo, à chaque fois que je l'entends, ça me fait un peu sourire parce qu'on a l'impression que c'est presque un peu un animal imaginaire, genre le MeToo. Et je trouve que c'est devenu un espèce de concept un peu marketing qui, pour moi, a fini par être un petit peu dévitalisé. Donc c'est une expression que j'utilise assez peu. Moi, je parle de violence parce qu'en fait, je travaille sur la violence. Donc le côté MeToo, à l'origine, c'est un terme intéressant qui visait à visibiliser tout un tas de prises de parole sur la violence et de montrer que les violences masculines étaient l'un des faits sociaux les plus universels de la planète. Mais pour autant, je ne sais pas si parler d'une génération MeToo a vraiment du sens pour moi. Moi, je parlerais d'une génération qui a voulu faire sortir la lecture de la violence du champ de la psychologie stricte. À quel moment il y a ce pivot, cette décision de s'engager vers ces sujets ? C'est pas une décision déjà. Je me suis pas levée un matin et je me suis pas dit je vais consacrer toute ma carrière à ça. C'est un truc de curiosité qui m'a emportée. Moi, quand j'ai fait mes études, j'ai fait des études donc de sciences politiques. Et à l'époque, le féminisme, la place des minorités dans la société, ça n'existait pas. On était complètement passé à travers. On avait des grands cours sur le système constitutionnel japonais. Mais pour autant, les violences qui pouvaient s'abattre sur la moitié de la population, ça n'apparaissait pas dans le spectre des enseignements. J'avais juste un prof de sociologie en deuxième année qui m'avait un peu marqué parce qu'il était un peu plus jeune que les autres. Et donc, on était au début des années 2000 et lui, il développait une forme de sociologie de l'intime. C'est-à-dire qu'il commençait à dire que, par exemple, la manière dont les femmes pouvaient ou pas mettre leurs seins nus sur la plage, ça disait des choses de la société. Ou quand la répartition du travail, du linge dans un couple, ça disait des choses sur la société. Mais c'était encore très, très embryonnaire. Ça m'a ouvert les yeux sur le fait que des trucs anodins, et d'ailleurs moi par exemple ma découverte du féminisme, je la dois à un truc complètement banal, d'un article que j'ai fait sur la taxe rose, sur le fait que les produits destinés aux femmes. Ouais, destinés aux femmes, des rasoirs, du dentifrice, qui sont vraiment les mêmes en fonction de s'ils sont bleus ou s'ils sont roses. Étonnamment, quand ils sont vendus en rose, ils sont beaucoup plus chers. Et en travaillant là-dessus, en faisant une enquête là-dessus, ça m'a été donné de rencontrer une militante féministe qui, elle, avait pointé ça sur les réseaux sociaux à l'époque. Elle a mis des mots sur des intuitions que j'avais très profondes en moi depuis très longtemps. Et elle m'a permis de passer de la culpabilité à la colère. Et la culpabilité, pourquoi ? Parce que quand on est une femme et que, par exemple, professionnellement, on a quand même beaucoup plus de difficultés d'insertion que nos homologues masculins, le premier mouvement, on va se dire que c'est de notre faute.
qu'on n'est pas assez compétente, qu'on n'est pas assez efficace, pertinente, intelligente. Régulièrement, quand moi j'avais postulé à des postes, il y avait, par exemple, je viens de souvenir d'une émission, on était nombreux, il y avait 3 postes qui s'ouvraient, ils ont pris 3 mecs. Alors peut-être ils étaient vraiment hyper au-dessus du lot, mais sans doute. Évidemment, je peux pas m'empêcher de penser aussi que les attendus de la profession de journaliste, notamment le fait d'être puissant, d'être un bonhomme, de mettre une veste en cuir, de rouler en moto et de se la péter très fort dans les soirées, ça marche mieux chez les hommes que chez les femmes. On va revenir au tout début. En 2011, tu termines tes études et donc tu décides de te lancer dans le journalisme. Il y a probablement eu des stages aussi auparavant. Est-ce que tu as le souvenir de ta première pige et de la manière dont tu as décroché le contrat ? En 2011, moi je suis en 2e année au Centre de formation des journalistes à Paris et je fais la spécialisation journaliste-reporter d'image parce que j'aime beaucoup la photo et ça m'intéresse d'apprendre à manipuler une caméra. Et déjà à l'époque, d'ailleurs, les femmes qui font ces choix-là, on les appelle les JRettes. Ça, je me souviens, je me disais, ça faisait majorette, les JRettes. Enfin, c'était... Et donc, les mecs étaient très contents de faire des blagues sur est-ce qu'on allait ou pas réussir à porter la caméra, sur le fait que d'être JRI, ça impliquait de s'habiller d'une certaine manière, qui n'était pas très sexy, surtout en télé. Et donc, il y avait ce truc de cette répartition un petit peu blagueuse que les filles jolies étaient devant la caméra et les filles moins jolies étaient derrière. Et oui, j'ai souvenir de mes premiers pas dans la télévision française et d'un accueil qui, je pense, était celui réservé à toutes les jeunes filles dans les rédactions, c'est-à-dire que on était assez décoratives. Et c'est ça qui constitue le lit de ton engagement ensuite, de cette décision d'aller creuser ces sujets ? Ça a été un ensemble de petites pierres, je pense, qui se sont accumulées, un ensemble de réflexions, de remarques, je pense qu'on pourrait utiliser le gros mot de discrimination, parce que tout accumulé, c'est à ça que ça ressemble, et de blanc-seing absolu offert à mes homologues masculins, quand nous, on devait supporter tout un tas de mains qui nous caressaient le levier de vitesse en tournage, ou de collègues qui voulaient rentrer dans notre chambre d'hôtel, ou de réflexions sur le physique, Et en fait, cette espèce de sexualisation permanente qui nous rappelait sans cesse que notre position à l'endroit où on voulait être était un peu une incongruité. C'est-à-dire que c'est à ça que ça sert, c'est en ça que c'est éminemment politique. C'est que le harcèlement sexuel, ça sert à éloigner les femmes des espaces de pouvoir. Quand j'en parle avec mes collègues féminines du même âge, on en rit de tous les commentaires qu'on a en permanence qui, sans arrêt, nous renvoient à notre genre. Toujours aujourd'hui ? Mais évidemment. Je pensais que c'était au moment où tu démarrais. Non, mais c'est toujours très actuel. Je trouve que ces logiques-là sont toujours très actives. Je voudrais qu'on aborde le point aussi des rémunérations. Est-ce qu'il y a une différence de rémunération entre les jeunes journalistes femmes et les hommes ? Est-ce que tu le perçois ? Est-ce que c'est un sujet au moment où tu démarres ? Par exemple, en spécialité radio, était dit explicitement qu'on préférait les voix d'hommes aux voix de femmes. Donc rien que ça, dans l'insertion professionnelle, les garçons gagnaient plus les bourses radio et donc avaient plus de contrats et donc avaient des rémunérations plus élevées. C'était mécanique. De facto, on était défavorisés et ça avait des conséquences financières. Et arrivais-tu à vivre correctement des rémunérations du journalisme au démarrage ? Ah non, mais je pense que je ne suis pas la seule. Et d'ailleurs, j'ai plein de camarades de promo qui ont changé de métier. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il y a un problème de représentativité aussi dans le journalisme et qui n'appartient pas qu'aux femmes, qui appartient aussi aux personnes qui viennent des minorités ou de contextes socio-professionnels plus bas. C'est-à-dire que quand on entre dans ce milieu, il y a quand même aussi beaucoup d'un recrutement qui se fait par le biais de la pige et que pour survivre à la pige à Paris, c'est très très compliqué. Tu as en mémoire le montant d'une pige au démarrage ? En presse écrite, c'était vraiment épouvantable. En télé, c'était un peu plus, mais ça oscillait. Je dirais, en chaîne d'infos, ça devait tourner autour de 150 €. Brut, la journée ? Ouais, et peut-être en magazine, ça pouvait être un peu plus. Mais surtout, moi, ce que je trouvais effroyablement capitaliste, c'est que c'était au plus précaire de la chaîne de production, c'est-à-dire le réalisateur, le journaliste qui portait le sujet, qui servait de variable d'ajustement, puisqu'il y avait ce mécanisme diabolique du forfait,
où en gros, plus le journaliste mettait du temps à réaliser son sujet, parfois pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec lui et avec ses compétences, plus son salaire diminuait. Pour bien comprendre, sur un reportage relativement long, là on n'est pas sur une pige journalière, sur un reportage relativement long, il y a un forfait. Qu'on mette 10 jours ou qu'on mette 20 ou qu'on mette 5, le forfait, évidemment, comprend toutes ces journées. Donc c'est là où, effectivement, cette variable d'ajustement intervient. Oui, évidemment. Il y avait ce truc où c'était la personne la plus vulnérable de la chaîne de production qui devait porter le risque. Parce qu'il fallait évidemment pas toucher à la marge du producteur. Combien de temps va durer cette phase de précarité ? Non, ça va être long. Combien d'années ? Si on estime qu'avoir une mutuelle, des tickets resto et un comité d'entreprise, c'est sortir de la précarité, ça correspond à ma titularisation au journal Le Monde. Et mon CDI là-bas, ça date de 2020. Donc 2011 démarrage, ce sont 9 années de tension financière. Ouais. Qu'est-ce qui te raccroche au journalisme ? À des moments, pas grand-chose. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai dit à mon discours. Tu l'as dit effectivement lors de la remise du prix Albert Londres. C'était important de dire publiquement et qu'en fait, il s'en est fallu pas grand-chose pour que je puisse pas recevoir ce prix, pour la simple et bonne raison que j'aurais plus été journaliste, parce que c'était trop difficile, financièrement, psychiquement, et que c'est un métier vulnérable et vulnérabilisant. Et qu'est-ce qui t'a retenu ? Ce qui m'a retenu, c'est Le Monde, c'est le journal Le Monde. Comment ça s'est passé cette rencontre avec Le Monde, pour bien expliquer comment se construit une trajectoire ? Donc ça, on était en 2008. J'ai fait 1 mois et demi de stage là-bas sur la couverture des élections américaines, je me souviens. Passionnant. Voilà. Et après, j'étais devenue GRI, j'étais partie essayer de travailler en télévision, c'était très difficile. Et je me souviens d'une fois en télé, d'une rédactrice en chef qui avait corrigé mon montage, qui m'a dit « Mais Laurane, il y a trop de mots dans tes textes ». Et cette phrase m'était restée. J'ai dit « Mais comment peut y avoir trop de mots dans un texte ?» Enfin, genre, ça m'avait... Ça fait écho à cette phrase de Salieri quand il découvre les partitions de Mozart et qu'il dit « il y a trop de notes, il y a trop de notes ». Ouais, non, trop de mots dans un texte, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc je m'étais dit, je sais pas, j'avais quand même assez envie d'écrire, mais la presse écrite, à la pige, tu ne peux pas vivre de presse écrite. Ça est 70 € brut, les 1500 signes. Pour sortir 2000 € brut par mois, il faut produire un truc, genre un volume de signes monstrueux. C'est impossible à faire. Donc la télévision restait un endroit par ailleurs intéressant. J'aime beaucoup le documentaire et financièrement plus prospère. Donc la rencontre se fait néanmoins avec Le Monde aux alentours de 2014, c'est ce que j'ai noté. Ouais, ma première fiche pour eux, c'est 2014. C'était un sujet que tu as proposé, c'est quelque chose. C'est un sujet que j'ai proposé. Ouais. Qui était ? C'était sur les raquettes sur les chantiers à Marseille. Déjà un sujet dur. En fait, quand tu proposes des sujets au Monde, tu as 500 journalistes en face. Et quand tu es pigiste, il faut aller sur des trucs qui ne sont pas couverts par les 500 journalistes qui sont déjà là. Donc ça laisse pas beaucoup d'espace. Donc c'est soit des trucs très originaux, drôles ou très enquêtés. Mais tu as un peu, comme les espaces sont restreints, t'as un petit peu le niveau est très élevé. C'est super stimulant. Oui. Oui, c'est difficile. Le ticket d'entrée au journal est cher, mais c'est stimulant, oui, on peut le voir comme ça. Il y a une première pige, une deuxième pige. Ce CDI, est-ce que ça a transformé quelque chose, le fait d'avoir enfin un contrat, de plus se poser la question du renouvellement, ou c'était déjà une question évacuée ? Non, c'est jamais évacué. J'ai mis du temps. Par exemple, j'avais des congés payés. J'en avais jamais eu. Donc, et en plus, au Monde, on a la chance d'en avoir un certain nombre. J'avais du mal à les prendre. J'avais un truc d'autorisation que j'avais du mal à m'accorder. Il y a tout un tas d'avantages aussi qu'on a au Monde et qui sont très précieux, que j'avais du mal à activer. Et même encore aujourd'hui, j'ai demandé récemment ma première formation. Et je n'avais pas demandé de formation jusque-là. En quoi ? En gestion des zones de conflit. Tu as établi une correspondance entre deux événements qui sont les attentats Charlie Hebdo et le 13 novembre 2015 et les violences sur autrui. Comment es-tu venu à ce raisonnement ? Ce qui m'a beaucoup intéressée sur 2015, c'est tout le travail d'avant, de détection des signaux faibles de la violence. C'est aussi, pour moi, c'est un peu comme
c'est aussi un peu comme les crashs d'avion. C'est-à-dire que quand il y a un crash d'avion, c'est jamais monocausal. C'est-à-dire qu'il y a toujours... une succession de... Voilà, le copilote qui s'est fait larguer la veille, donc il est triste, donc il n'est pas concentré. Le pilote qui a trop bu parce qu'il a fêté son anniversaire. L'ouvrier sur le tarmac qui a mal resserré le boulon. Le mec de l'essence qui a mal vissé le truc. Et c'est cette agrégation de facteurs qui fait un résultat aussi dramatique. Et je trouve que dans les faits criminels sidérants que peuvent être les attentats ou aussi la violence de l'intime, qui est très très sidérante, il y a toujours cette co-construction collective et que pour moi, c'est vraiment un endroit où le journalisme est intéressant, d'aller retisser les fils du sens. Les rédactions ont fait évoluer la place donnée au sujet des violences qui peuvent se retrouver en une. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas auparavant. Je te propose d'écouter cette archive du 29 octobre 2017. C'était le Trésor de France 2. En quelques semaines sur Internet, un déferlement de témoignages de femmes. Attitudes déplacées, mots crus et expériences douloureuses. La toile a libéré la parole de victimes de harcèlement sexuel comme jamais auparavant. Dans le sillage de l'affaire Weinstein, les hashtags MeToo, moi aussi, et Balance ton porc ont cristallisé le mouvement. Pourquoi, comment expliquer que les violences n'avaient pas la place qu'elles ont aujourd'hui dans les rédactions, dans les journaux, et qu'il ait fallu cette impulsion de la presse américaine via le mouvement MeToo et l'affaire Weinstein? Je pense que l'histoire, justement, collectivement, qu'on se raconte que 2017, c'est un point de rupture et qu'après, vraiment... Il y a eu beaucoup moins de violences qui ont été commises. Si on est honnête factuellement et intellectuellement, c'est pas vraiment le cas. Je me demande si c'est pas un peu un storytelling qu'on met en place, mais concrètement, si je veux être un petit peu distancée, le nombre de féminicides, c'est toujours le même. Le nombre de viols explose. Les masculinistes envahissent les réseaux sociaux. Tu explores ce sujet de manière quasi unique, au sens où c'est le sujet sur lequel tu es et tu vas chercher des histoires qui mettent en évidence ces violences qui existent toujours. Ça, c'est vraiment ta spécialité aujourd'hui? Je dirais jamais que je travaille sur les violences sexuelles. Je travaille sur la violence, ce qui est vraiment pas la même chose. Parce que les violences sexuelles, il y a une spécificité, bien sûr, mais par exemple, il y a beaucoup ce truc d'un côté, il y aurait par exemple les violences conjugales et les violences sexuelles. Et quand on y réfléchit, ça n'a pas beaucoup de sens, cette séparation, puisque ça reste des atteintes au corps. Et puis, par exemple, dans un contexte de violence conjugale, quel est le consentement sexuel? Et puis, quand on commet des violences sexuelles, parfois aussi, on commet des violences physiques. Enfin, il y a un problème, je trouve, de catégorisation qui montre bien que le champ n'est pas encore très bien compris. Et donc, moi, je dirais que je travaille sur les violences masculines. En fait, après avoir beaucoup réfléchi, le terme qui m'apparaît le plus opérant pour définir ce sur quoi je travaille, c'est sur les violences masculines. Et tu as reçu le prix Albert Londres pour une série de sujets, d'articles, de papiers consacrés aux violences. Il y avait un petit exercice qu'on t'avait demandé, c'était de choisir une lecture. Et tu m'avais dit, je vais lire l'article sur Perpignan. Alors, c'est un article publié dans Le Monde le 4 janvier 2024. En un an d'existence, l'équipe accompagne déjà 40 filles et 2 garçons, dont la moitié ont entre 12 et 15 ans. Mathilde Rodriguez fait défiler les prénoms de son tableur. Emma, Sacha, Romy, Léa, Léna, Iris. 19 d'entre eux sont ou ont été en fugue. Un quart vivent encore dans leur famille, presque toutes des familles monoparentales. Dans leur immense majorité, ils sont déscolarisés, sous mesure éducative et ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance, commises dans le cadre familial ou par une connaissance. On ne s'attendait pas à avoir autant de succès et à un tel niveau de détresse, éclaire Renaud Tarius, un soignant pourtant rompu au service de réanimation en pleine crise liée au Covid-19 ou à l'accompagnement de grands toxicomanes. Lui n'a jamais oublié Iris, 12 ans, la plus jeune de toutes, placée en foyer de l'aide sociale à l'enfance, recrutée par une pensionnaire plus âgée et emmenée dans un appartement de Perpignan. À l'intérieur, des proxénètes lui avaient acheté des vêtements sexy et de l'alcool pour la vendre à des clients. Elle a réussi à s'échapper. Ce qui me frappe dans ton écriture, c'est à la fois le détail, c'est-à-dire de saisir tous les éléments, et en même temps, la distance. Comment procèdes-tu pour écrire? En fait, et d'ailleurs, si on regarde mes papiers, ils sont montés. C'est-à-dire qu'il y a des séquences, avec cette loi, une idée, une séquence. Il y a des ruptures de rythme, c'est-à-dire qu'il y a des plans larges, des plans serrés, il y a différents registres. Et ça, pour le coup, d'avoir passé un certain temps en tournage et en montage à manipuler
des très gros volumes d'images, d'informations et à devoir passer 3 mois dans une salle de montage à galérer avec la timeline. Donc il faut extraire la substantifique moelle de ça. C'est très construit. Il y a une forme d'arche. Je fais pas exprès. En fait, j'ai besoin de ma première phrase. Donc je vais tourner dans ma tête. Souvent, je range ma chambre avant d'écrire. C'est un peu idiot. Même quand je suis souvent à la bourre dans mes articles et tout, je me dis mais pourquoi je range ma chambre? Pas besoin de faire ça maintenant. Et en fait, je cherche la première phrase qui pour moi est le truc d'accroche. Ça, j'ai appris ça en télé aussi. L'accroche, c'est hyper important. Ça peut avoir l'air un peu vulgaire, mais pour moi, dans l'écriture, je trouve que c'est la rampe de lancement. Et pour tenir des grands récits comme ça, il faut de l'élan. C'est du cours, en fait. C'est un truc de... Et souvent, pour moi, il y a un truc un peu sportif dans l'écriture. Genre, j'étais presque un peu essoufflée à la fin. C'est parce qu'il faut tenir le... Et pour bien partir, il faut que tu te lances comme ça. Et donc, je cherche la première phrase. Et tant que je l'ai pas, je pars pas, j'écris pas. Souvent, déjà sur le terrain, je me suis dit, OK, c'est avec ça que je vais y aller. Souvent aussi, c'est en parlant à mes proches. Quand tu rentres de reportage, c'est hyper important de boire des verres avec ses proches et de raconter ce que tu as vu, parce qu'en fait, tu es déjà en train d'écrire quand tu fais ça. Tu te dis, ah, mais là-bas, j'ai vu ça, et puis tu comprends, il y avait ce petit truc-là, et tu as l'air un peu zinzin, hein, mais en fait, tu es déjà en train de construire ta narration. Et donc, je trouve le truc, je trouve le point d'impulsion, et après, j'y vais. Et pour l'instant, j'ai beaucoup de chance, ça tient. Et tu écris facilement, c'est un plaisir? Ouais, j'adore ça. C'est pas une lutte? Pas du tout. Et puis voilà, pour moi, c'est tellement une chance de pouvoir écrire sur ces sujets-là. Enfin, pour moi, en plus, il y a un truc... moi, quand je vais sur le terrain et que je vois plein de choses, et je me dis, ah, c'est génial. Et derrière, c'est genre, j'ai récolté plein d'ingrédients trop bons et il va falloir que je fasse la meilleure recette possible. Donc, c'est génial comme boulot. C'est des super petits légumes bio trop difficiles à faire pousser. Et puis maintenant, comment je vais faire la meilleure ratatouille de la Terre? C'est nul comme métaphore. Mais en fait, pour moi, l'endroit de l'écriture, c'est un truc de magnifier d'une matière brute. Et donc, c'est faire honneur, en fait. Moi, c'est un truc que je dis souvent aux gens avec qui j'interagis sur le terrain, surtout quand c'est des histoires très dures. Je me dis, il faut que je sois à la hauteur de votre histoire. Il faut que mon écriture soit à la hauteur de ce qui vous est arrivé. Pour comprendre la mécanique de fabrication du reportage, sur un sujet comme celui-ci, tu ne vis pas à Perpignan. Comment as-tu cette information? Comment vas-tu la chercher? Est-ce que c'est la PQR, la presse quotidienne régionale? Est-ce que c'est une information qu'on te donne parce qu'aujourd'hui tu as un nom, ton nom de professionnel est associé à ces sujets? Comment s'est passée la rencontre entre le fait et toi? Encore une fois, c'est un truc très instinctif. J'ai mes obsessions un peu, mais ça dure parfois pendant des années. Une de mes obsessions, là, c'est je trouve que ça ne coûte pas assez cher socialement de violer. Je trouve que c'est plus dur de dire qu'on a été victime de viol que d'être auteur de viol. Sur Perpignan, c'est du proxénétisme. Elles ont 12 ans. Et donc, moi, j'ai une vraie question, pour pas dire plus, sur tous ces hommes qui vont trouver vraiment que le meilleur truc qu'ils ont à faire de leur journée, c'est d'aller mettre leur sexe à l'intérieur du corps d'une adolescente. Et ça, moi, ça me mettait déjà très en colère. Et comme je suis la mère d'une adolescente par ailleurs, et que je vois à travers elle à quel point son corps n'est pas du tout propice à ce type de choses, je trouve que beaucoup plus que de se questionner pendant des heures sur les victimes, machin, tout ça, il y a vraiment ce truc de comment tous ces hommes s'autorisent à faire ça. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment notre responsabilité sociétale. Et donc, cette obsession pour les clients des jeunes filles en situation de prostitution, c'est vieux. Enfin, c'est tellement vieux que c'est aussi cette question-là qui m'a amenée à travailler sur Mazan. C'est-à-dire que moi, Mazan, j'avais ce truc de la violence, c'est une autorisation. On est violent parce que la société nous donne le droit de l'être. Et donc, nous, notre boulot de journaliste sur la violence, c'est de faire bouger les autorisations. Pardonne-moi, j'en reviens sur la manière dont tu vas déceler les sujets. C'est-à-dire, est-ce que, encore une fois, tu as un système de veille personnelle? Comment tu les détectes? Parce que entre
les 2 lignes que ça pouvait faire dans un journal de presse régionale et l'ampleur que certains sujets ont pris, il y a justement des journalistes comme toi. Comme j'ai cette grille de lecture-là dans la tête, quand je vais tomber sur les 3 lignes de PQR qui vont parler d'un dispositif, je vais faire tilt. Parce que je vais me dire, en fait, ça a du coffre. Pour Perpignan, c'est ce qui s'est passé. C'est basiquement un truc Google Actu. Ils avaient fait un petit reportage avec l'Indépendant, donc, qui est le journal de PQR des Pyrénées-Orientales, que je ne dise pas de bêtises. Ce dispositif intermède, justement, qui faisait des maraudes nocturnes dans les rues de Perpignan. Et je me suis dit tout de suite que ça serait fort, en fait, de les voir tourner la nuit. Tu vas voir un rédacteur en chef, tu pars, tu décides de partir tout seul. Quel est le process ? On travaille dans un cadre qui est assez agréable, où on est relativement libre et ils nous laissent un peu aller sur nos marottes. Et voilà, et moi, ils savent que c'est des choses qui m'intéressent, que je creuse un peu un truc. En général, je vais les voir, je leur dis « Ah, j'ai vu ça ». Ils me regardent un peu, genre... Et tu vas voir qui ? Qui va-t-on voir quand on est journaliste au monde ? Je leur dis « Voilà, j'irai bien à Perpignan, 3-4 jours, pour essayer de... Voilà, ils font des maraudes la nuit. Je pense que ça peut raconter un petit peu ces jeunes filles, ces éducateurs qui se battent, le truc en plus, il y a une arène, Perpignan, la nuit, enfin, ça peut donner quelque chose. » Au début, ils sont un peu là, genre, bon, oui, vas-y, enfin... Et voilà, et j'y vais, et Perpignan, Perpignan, c'était en décembre, il faisait froid, et c'était assez terrible. Et après, je l'ai écrit, et j'avais pas forcément en tête que ça serait aussi long. Et on va négocier la taille de l'article ? Toujours, parce que les articles longs, c'est compliqué à passer, que c'est pas des articles d'actualité, donc oui, c'est toujours un peu... c'est une négo. Ouais, c'est une négo de... Mais ça implique d'être à la hauteur du sujet. C'est-à-dire que si on veut faire long, résultat, il faut travailler la construction narrative, la tension narrative du texte. Et moi, je trouve que c'est stimulant. Est-ce qu'on co-travaille ? Est-ce qu'il y a encore de la place pour la transmission dans les rédactions ? Moi, j'y tiens beaucoup. Moi, je pense que c'est très important de faire circuler l'expérience, les savoirs, les pratiques. On est tous traversés par plein de choses. C'est un métier qui est difficile. Moi, je suis hyper pour la transmission. Est-ce qu'il y a des niveaux de vérification ? Le titre est important, par exemple. Le journaliste qui a écrit, est-ce qu'il a la maîtrise du titre ? Le titre, non, pas trop. Mais par contre, si tu l'aimes pas, mais que tu as des arguments pour dire que ça va pas, ils sont ouverts, évidemment, au débat. Et après, sur l'écriture, oui, il y a des allers-retours, il y a des trucs, notamment sur l'enquête, sur le niveau de vérification, sur le niveau de solidité. Mais moi, ça me rassure d'ailleurs. C'est-à-dire que j'aime bien les chefs un peu retors. C'est pas toujours très agréable en termes d'ego, et encore. Au même titre que tu t'es donné beaucoup de mal sur ton article, que derrière le circuit copie soit exigeant comme toi tu l'as été, moi, ça me dérange pas. Puis je trouve ça intéressant, ça te pousse dans tes retranchements. Pourquoi t'as écrit ça ? Pourquoi t'as mis ça là ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça, là, ton truc, c'est un peu bizarre. C'est là où je parle de transmission, parce que c'est là où ça se fait. Finalement, c'est un regard vers quelqu'un, le travail de quelqu'un. De toute façon, le journalisme, puis même l'écriture en général, c'est toujours un travail très collectif. Enfin, je veux dire, tu peux écrire tout seul dans ta chambre, mais à la fin de la journée, tu ne feras que la meilleure V1. Et je veux dire qu'il y a des fois, ou même souvent, ou même à chaque fois, la V1 que tu produis, et c'est la meilleure version que tu arrives à faire tout seul. Mais c'est comme le sucre, c'est-à-dire que les autres points de vue, ça raffine le texte. Et souvent, parfois, il y a des remarques qui ne sont pas toujours les plus affûtées, mais c'est rare, en fait. En général, c'est quand même... Mais même les éditeurs, même les correcteurs, je trouve qu'ils sont hyper importants. Enfin, Il y a beaucoup de monde qui se penche sur le papier. On ne le sait pas toujours. C'est pas simplement le journaliste qui remet son papier et ça part directement dans les circuits de l'impression. Et moi, ça me rassure beaucoup que c'est hyper relu, hyper corrigé, que derrière, les éditeurs, ils vont... Moi, je suis un peu une maniaque du détail, donc de savoir que derrière, il y a des gens qui vont vérifier que cette ville est bien dans ce truc-là, que c'est bien tel chiffre, que c'est bien tel truc et tout, moi, ça me rassure. Et puis surtout, je trouve que ça renforce ce qu'on appelle le pacte de lecture avec le lecteur qui se dit... que c'est pas juste le journaliste tout seul dans son coin qui a dégoupillé dans un texte. Non, c'est une œuvre commune. Je voudrais qu'on aborde ensemble un sujet aussi, c'est la défiance des personnes que tu peux rencontrer à l'égard des journalistes. Sur des sujets aussi sensibles,
de l'intimité et de l'intimité violentée, violée parfois. Quel est l'accueil aujourd'hui ? Est-ce que quelque chose s'est dégradé depuis que tu as commencé à travailler sur ces sujets ? Cette défiance, tu la sens, cette méfiance, tu l'aperçois ? Raconter le pire truc de ta vie à quelqu'un que tu n'as jamais vu, ce sera toujours difficile. Quelle que soit sa profession, qu'il soit psychiatre, magistrat, policier, mais il y a besoin de l'idée que le jeu en vaut la chandelle. Et je pense que parler à un journaliste et participer à la révélation de violences commises, c'est un peu le même genre de question que porter plainte ou pas. Et au même titre que les policiers peuvent être très critiqués, et souvent à raison, dans le traitement qu'ils font de ces violences-là, je pense que les journalistes, et moi la première, je dis pas du tout que j'ai toujours tout bien fait, évidemment qu'il n'y a pas de manuel et qu'on apprend, le chemin se fait en marchant. Oui, c'est de réussir à être au bon endroit, et c'est très difficile. Du temps, le temps est important. Je dis ça parce qu'il y a une corrélation entre aujourd'hui l'économie des médias et le temps dont le journaliste dispose sur le terrain. Vous avez du temps au Monde. Oui, et puis moi j'aime le temps. Je suis pas très à l'aise en news. Je trouve que, surtout sur la violence, tu te retrouves à bousculer les gens comme ça, qui vont déjà très mal, et tu les secoues dans tous les sens. Pour moi, je trouve que tu rajoutes de la violence à la violence, et juste déjà, on va s'asseoir et on va boire un café. Après, c'est toujours un exercice difficile, et si moi, on venait me voir et on me demandait de raconter mes trucs, je dirais, mais jamais de la vie, il va mourir. Non, je rigole, mais il y a un truc de pudeur. Mais même pas que de pudeur, c'est la question du récit, c'est la question de la confiance. Et de l'exposition. Et de l'exposition, il y a ça. Mais donc tu sens la défiance, tu sens la méfiance dont je parlais ? Oui. Mais elle est normale. Moi et d'ailleurs, moi je trouve que la méfiance, la peur, elle est complètement adaptée. C'est moi qui me méfie quand il n'y a pas de méfiance. C'est-à-dire que ça fait partie aussi des éléments de véracité. Notre point média nous ramène aux réseaux sociaux. Es-tu une utilisatrice des réseaux sociaux à des fins professionnelles ? Contact, trouver des sujets ? Oui, j'ai un compte Twitter, mais qui me sert à voir passer les trucs. Mais je n'ai rien de tweeté depuis 5 ou 6 ans. J'ai un compte Instagram, mais qui est fermé, qui m'a servi à un moment à poster des cartes postales. C'était un peu des cartes postales de vacances pour mes amis. Instagram, je lis, je vois passer les trucs. Il y a des trucs intéressants qui passent parfois. Pour moi, c'est important de rester en prise avec la société telle qu'elle évolue. Les réseaux sociaux sont un endroit important de la société. Il faut tout du moins les fréquenter. Exposer la violence, c'est s'exposer également. Ça arrive, ça fait partie du jeu. Mais j'ai pas envie de tomber dans le truc, de me dire « Oh, c'est tous des cons, ils ont tort ». Souvent, il y a des choses intéressantes dans la critique. Parfois, c'est un peu virulent, ça pique. Mais en même temps, les endroits qui piquent sont aussi des endroits instructifs. Donc voilà, il faut réussir à naviguer. Je voudrais qu'on écoute cette archive. Nous sommes le 28 avril 2022. C'est sur France 2. Adepte des entrées en scène remarquées et des coups de théâtre, Elon Musk a encore créé la surprise. L'homme le plus riche au monde s'est offert pour 41 milliards d'euros son réseau social préféré, Twitter. Le Monde a pris la décision en début d'année 2025 de quitter Twitter. Est-ce que ça a été l'occasion d'un débat au sein de la rédaction ? Comment s'est prise la décision ? Oui, un peu, ça a pas mal débattu. Quand il y avait des choses autour de ça, je suivais de loin pour être un peu au courant, mais j'étais pas les mains dans le cambouis. J'étais assez distante. Oui, moi, je trouve que filer gratuitement plein de contenu à des gens qui cherchent à polariser la société, ça peut au moins se questionner. Oui. Donc tu n'y vas pas du tout ? Si, j'y vais, mais je poste pas. Ça signifie qu'on peut être ou journaliste aujourd'hui en 2025 et se passer quasiment de Twitter, de X. Je m'en passe pas dans le sens où j'y vais quand même de temps en temps, mais c'est une source parmi d'autres. Quelques questions rapides. Comment t'informes-tu ? J'ai pas trop de routine beauté. Je picore, je regarde les chaînes infos parce que je trouve ça assez hypnotisant.
Oui, beaucoup de promenades sur Internet. J'arpente Internet. Presse internationale? Oui, presse internationale, pas mal. Presse française un peu, des podcasts. Tu lis Le Monde tous les jours? Ouais, j'ai pas le choix. Je peux pas... Je lis la matinale. Voilà, ça fait déjà un gros volume de lecture dès le matin. Mais oui, on a des réunions le matin et ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de dire en réunion « Ah, ce serait bien qu'on fasse ça » et qu'on me réponde « Lorraine, c'était publié ce matin ». J'ai compris qu'il fallait que je lise la matinale tous les matins, oui. C'était un rêve d'enfance de travailler au Monde? Non. D'adolescence? Quand j'étais ado, je voulais être médecin. Bingo, raté. Y a-t-il eu un effet au prix Albert Londres sur ta vie professionnelle? Beaucoup de blagues de mes collègues en me disant ah, il y a Albert Londres qui arrive. Albert Londres paye des cafés. Enfin voilà, il y avait des blagues comme ça. La question de la légitimité ne s'est pas posée? Dans quel sens? On a reconnu ton travail, tes pairs ont reconnu ton travail au sein du prix Albert Londres, mais plus largement? Je vais te dire pourquoi je te pose la question, parce qu'on l'a posée à toutes les personnes qui ont participé à ce podcast, et une grande majorité a dit mais j'ai quand même bien dégusté, c'est-à-dire que le procès en illégitimité, les jalousies, ça n'a pas été qu'un chemin pavé de roses. Ouais, moi c'est marrant quand le prix m'est tombé dessus. La première idée qui m'est venue, c'était de rester normale. Pour moi, c'était très important de rester normal, de dire merci à tout le monde, de rester sympa, accessible. Enfin, pas que je le sois pas dans la vie, mais j'avais ce truc de fais attention, on va te dire que tu te la pètes. Parce que j'avais eu les récits de prédécesseuses, surtout d'ailleurs étonnamment, qui racontaient des trucs assez terribles sur le fait que du jour au lendemain, à cause de ça, elles avaient plus d'amis, plus de liens, plus rien du tout. Et c'est vrai que c'est il y a des projections beaucoup. Enfin, les gens, c'était Albert Londres, donc je sais pas quoi. Il doit pleuvoir des pétales de rose tous les jours sur ta vie. Absolument pas. Comme ça augmente le niveau des projections des autres, ça peut augmenter aussi une impression un peu de décalage, je dirais, entre l'endroit où les gens imaginent que vous êtes et l'endroit où vous êtes vraiment, qui est évidemment pas le même. Un son qui évoque pour toi le journalisme? Enfin, moi, j'aime beaucoup les bruits un peu de matière, donc je dirais le bruit d'un stylo évidemment sur un carnet, le bruit d'un clavier, le bruit de cette écriture, l'un des trucs les plus importants de ma vie. Un objet? Quand j'avais 19 ans, en stage, dans une radio franco-marocaine à Tanger, au Maroc, qui s'appelait Medi 1. Et il y avait une journaliste plus âgée que moi, je l'admirais beaucoup. Elle représentait un peu un modèle et elle avait un carnet Moleskine avec un stylo plume où elle prenait ses notes. Et donc, je suis complètement tombée dans l'imaginaire du truc. Et donc, je me suis mise à ce moment-là à m'acheter ces carnets-là en me disant que peut-être ça m'aiderait un peu à devenir comme elle. Et de facto, ça fait que depuis 2006, je prends toutes mes notes sur des Moleskine. Donc, noir? Non, parfois, je m'autorise des couleurs différentes, mais ça fait qu'au-dessus de mon bureau, il y a, je sais pas, maintenant, ça commence il doit y avoir une 50aine de Moleskine. Ça, c'est magnifique comme mémoire sur le papier, en plus. Ouais, alors, je suis pas sûre que ça soit très passionnant pour plus tard, d'un point de vue archéologique, parce que c'est beaucoup des notes de travail, mais je trouve que l'accumulation, et puis par ailleurs, au-delà du côté un peu cliché cucu du Moleskine, comme la veste à poche, comme le Leica et toute cette espèce d'imaginaire très Albert Londres, justement, il y a quand même ce côté bêtement pratique du fait que c'est des carnets qui se conservent très bien. Formidable recommandation pour ceux et celles qui décideraient de se lancer dans ce métier. Un vêtement? Plutôt des vêtements qui posent une question qui sont intéressantes, qui est quand on est une femme dans ces espaces-là, dans des espaces notamment qui sont compliqués, qui sont dangereux, comment est-ce qu'on s'habille et comment est-ce qu'on atteint un point de... les jeunes, ils disent norme-corps, c'est-à-dire une espèce de look hyper normal. Et je me suis rendu compte que quand j'allais sur le terrain, je me maquillais pas, j'enlevais mes bijoux, et tu peux pas non plus être basket sous ta capuche parce que souvent, au cours de ta journée, tu vas aller voir monsieur le procureur, il faut pas non plus y aller en pyjama. Mais il y a ce truc de comment tu t'habilles, qui est une question pas du tout anodine et encore plus compliquée à manœuvrer, évidemment, quand tu es une femme, puisque tu as tout un tas d'attendus physiques à performer. Y a-t-il un prix au journalisme? Ah oui, évidemment.
Et c'est pas du tout un prix financier. Enfin, pas que. Enfin, de toute façon, c'est le but de cette question, c'est de sortir d'être sur une acception large du mot prix. Mais c'est un métier qui coûte cher. Je me souviens d'un prof qui nous avait dit, vous savez, c'est pas un métier qu'on peut raccrocher le soir avec son manteau sur le porte-manteau. Et moi, je dois être un peu zinzin, c'était aussi ça qui m'avait beaucoup attirée dans cette profession, de me dire que c'était une profession totale. Donc ça en a ses qualités, c'est-à-dire que c'est une profession qui est hyper traversante, hyper définissante, mais ça en a son coût et donc son prix, qui est que on est quand même assez habité et que ça prend de la place, quoi. Abîmé ? Oui, mais nourri aussi. C'est-à-dire que ce qui t'abîme est aussi ce qui te nourrit. Enfin, je veux dire, oui, moi j'étais très abîmée par tout ce que j'ai vu, entendu, tout ce à quoi je me suis confrontée. Mais ça m'a aussi permis d'atteindre des niveaux de compréhension du monde que j'aurais jamais atteint sinon. Si c'était à refaire ? J'aime pas du tout les gens qui disent « tout ce qui te tue pas te rend plus fort ». Je trouve que c'est très nul cette phrase. Tout ce qui te tue pas, parfois manque tout simplement de te tuer et que ta vie aurait été mieux sans ça. Donc j'ai pas envie de dire que si c'était à refaire, je referais tout pareil, parce que c'est pas vrai. Il y a plein de choses que je referais pas. Je pense que par exemple, toute la difficulté d'intégration professionnelle, tout le dénigrement en tant que jeune femme, toute cette espèce de violence de genre aussi qu'on subit dans cette profession, elle n'est pas nécessaire. Et on dit beaucoup, oui, mais comme ça, les filles, elles se battent plus, elles sont plus accrocheuses, plus tout ça. Je trouve ça presque même un peu tordu de justifier ça comme ça. Enfin, ça n'est pas indispensable, ça n'ajoute rien. Ah non, vraiment pas, voire même ça doit se combattre en fait. Enfin, moi je souhaite du fond du cœur que les jeunes journalistes aient des intégrations professionnelles beaucoup plus fluides que la mienne, et je dis même pas celle des générations au-dessus des miennes. Il n'y a pas de nécessité à toute cette difficulté. Ce sera le mot de la fin, très beau mot de la fin. Merci beaucoup Lorraine de Fouché pour ce moment passé ensemble. Merci. Merci. Merci à celles et ceux qui ont accompagné ce podcast. Un salut amical à tous les Albert Londres, à nos jurés qui font un travail immense pour révéler chaque année de nouveaux talents, et un grand merci à la SCAM pour son soutien. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters. Un podcast de Florence Daucher, produit par Visible Média et l'INA. Montage et mixage Laurent Thomas, prise de son Axel Poulet, musique originale Mathias Reyes-Detmer, documentaliste INA Pascal Aubaret, Séverine Duchamp, production Florence Daucher, Joséphine Schroeder, Emmanuel Goubert, Laetitia Fourmont, Claire Mainfroy, Anaëlle Mekies. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters, est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr.